durable. La question de l'assainissement dépasse le seul cadre technique. Elle concerne aussi le vivre ensemble, la résilience climatique, la cohésion et la justice sociale. Ce plan stratégique prévoit des mesures concrètes. Renforcer les capacités techniques et financières du secteur, promouvoir des infrastructures et assainissement adaptés et résilients, engager les collectivités territoriales dans la gouvernance locale de l'assainissement. Dans son allocution, le ministre de l'eau et de l'énergie, Passalé Kanabé Marcellin, a affirmé que le gouvernement a fait de l'eau et de l'assainissement une priorité parmi les enjeux sociaux du pays. Ce forum national vise à bâtir un Tchad propre, sain et plus résilient et à garantir l'accès à l'eau potable pour tous. Le Tchad a inscrit l'assainissement comme l'un des piliers de la lutte contre la pauvreté et du développement durable. C'est pourquoi, à travers le plan national de développement Tchad Connexion 2030, nous avons pris des engagements clairs. Porter le taux d'accès à l'assainissement à 60% d'ici 2030, éradiquer définitivement la défécation à l'air libre. À l'effet de concrétiser cette vision, le ministère de l'eau et de l'énergie a élaboré plusieurs documents stratégiques, notamment la politique et stratégie nationale de l'assainissement, la feuille de route ambitieuse, Tchad sans défécation à l'air libre d'ici 2030. Ce forum a pour objectif de sensibiliser la population sur les questions d'hygiène et d'assainissement afin de construire un Tchad plus sain, prospère et résilient. Ensemble, baptisons un Tchad plus propre dans sa marche vers un assainissement universel. La constitution du Tchad, adoptée en décembre 2023 par un référendum, subira-t-elle une modification? C'est ce qu'a laissé entendre le président de l'Assemblée nationale, Ali Kouloutou Tchaimi, lors de la cérémonie d'ouverture de la deuxième session ordinaire ce 1er septembre 2025 à l'hémicycle. Cette modification, selon lui, ne concerne que l'article 77 de cette constitution. Il est au micro de Mistangar Victor. 2 ans de sa mise en œuvre ont relevé des insuffisances notables, difficultés d'interprétation, incohérences juridiques, lenteur procédurale et zones d'insécurité juridique. Le Conseil constitutionnel, dans sa correspondance du 29 juillet 2025, l'a clairement relevé, tout comme la Cour suprême, plusieurs députés et des acteurs de la société civile. En outre, plus de 100 partis politiques, à travers une déclaration solennelle, ont expressément demandé la modification de l'article 77 de la Constitution. Ces limites, sans remettre en cause l'ordre constitutionnel, affectent néanmoins la visibilité au texte et l'efficacité de l'action publique. Par ailleurs, les dispositions transitoires prévues pour accompagner la période de transition ont pleinement joué leur rôle et n'ont plus vocation à figurer dans la loi fondamentale. Dès lors, une révision technique de la Constitution s'impose. Elle ne remet nullement en cause les fondements de notre République, mais vise à consolider les acquis, corriger les insuffisances et doter notre pays d'instruments juridiques harmonieux et cohérents. Qu'il me soit permis de rappeler avec force que cette révision technique est une initiative purement parlementaire, conduite en toute responsabilité par la représentation nationale conformément à l'article 280 de la Constitution. Le premier secrétaire des séances du Conseil provincial du Mandoul, Frédéric Palmer, a animé le week-end dernier un point de presse au cours de laquelle il a fait la restitution du séminaire national sur la décentralisation qui s'est tenu à N'Djamena. Il est au micro de notre correspondant Anknoitou Remadita. En matière de planification et de développement, les compétences transférées aux provinces sont entre autres l'élaboration et l'exécution des plans provinciaux de développement suivant le plan national de développement,
la coordination des actions de développement provincial. À noter que la dite loi a précisé que les transferts de compétences est accompagné des transferts de ressources, article 10. Le plan de développement provincial de la province du Mandoul a été et doit être réactualisé pour tenir compte des options d'adaptation du changement climatique. Il s'agit du plan national de développement Tchad Connexion 2030. Les recommandations ont été données aux membres du gouvernement pour accompagner la décentralisation. Seul le ministre de la Justice, qui affirme n'avoir rien à céder aux conseils provinciaux. Les experts sénégalais nous ont rappelé le processus de leur pays et d'autres pays africains et européens qui ont amorcé la décentralisation dans une réussite totale. Clôture du séminaire national sur la décentralisation avec des recommandations d'une feuille de route sur la décentralisation. Le délégué général du gouvernement auprès de la province du Logone occidental a présidé ce jour de septembre 2025 à Moundou la cérémonie d'ouverture de la première session ordinaire du comité provincial. Cette session se déroule en parallèle avec la session budgétaire pour l'exercice 2025. Pour plus de précisions avec notre correspondant local Golmam Ali Emmanuel. Cette réunion a pour objectif de discuter des priorités de développement pour la province du Logone occidental et de valider le budget alloué aux différents projets. Plusieurs points essentiels seront abordés lors de cette session, notamment la paix et la cohésion sociale, la résurgence des querelles mesquines et les divisions, la paix et la sécurité pour tous, le développement socio-économique inclusif et la bonne gouvernance, ainsi que la participation citoyenne. Le président du conseil provincial a souligné l'importance de ces échanges qui auront un impact significatif sur le développement local et l'amélioration des conditions de vie de ses concitoyens. Cette session n'est pas qu'une simple formalité. Elle est l'occasion pour nous de dessiner l'avenir de notre province et s'inscrit pleinement dans le cadre de la décentralisation, une réalité concrète et un pilier de tout chantier de son Excellence, le maréchal Mohamed Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État. La décentralisation est une immense opportunité pour le Logone occidental. Elle nous donne les moyens de prendre en main notre propre développement. Nous ne devons plus attendre des solutions venant d'en haut, mais les créer nous-mêmes en fonction de nos besoins et de nos spécificités locales. C'est un changement de paradigme, une véritable autonomisation de nos communautés. Le délégué général du gouvernement auprès de la province du Logone occidental a mis en avant l'importance de cette rencontre, soulignant que cette assise témoigne de l'application effective des textes réglementaires en vigueur. C'est la preuve tangible que les textes réglementaires inhérents à la décentralisation sont en train d'être appliqués et que ce mode de gestion de la chose publique est bien en marche. Comme vous l'avez bien souligné, Monsieur le Président, cette politique n'est pas une simple réforme administrative. C'est un changement de paradigme qui transfère la responsabilité, l'autonomie financière et la gestion aux acteurs locaux. De ce fait, le Logone occidental est désormais l'architecte de son propre développement. Au-delà des chiffres, le conseil provincial affirme que le véritable enjeu de cette session est de démontrer qu'il est prêt à relever le moult défis de la gouvernance locale. Il souhaite montrer en conséquence qu'il est capable de gérer les affaires publiques avec sagesse et clairvoyance afin d'assurer le bien-être de tous les citoyens et de construire un avenir meilleur pour la province du Logone occidental. De nos jours, le comportement vestimentaire en milieu jeune s'impose comme un phénomène récurrent qui ne cesse d'interpeller. Si certains y voient une simple expression de liberté et d'identité, d'autres, notamment dans les lieux de culte, considèrent ces tenues comme une atteinte aux valeurs sociales et culturelles. Karel Ronel. L'univers vestimentaire de la jeunesse contemporaine se nourrit de multiples influences sociales, culturelles et technologiques. Pour de nombreux jeunes, l'habillement dépasse sa fonction première et devient un langage, une manière de s'affirmer et de revendiquer son individualité. Audace des coupes, éclat de couleurs, variété des motifs, tout concourt à transformer le look en une véritable carte d'identité. Désormais, des tenues naguère réservées aux loisirs jogging, sneakers ou hoodie
s'invite dans des contextes autrefois perçus comme formels. Dans cette dynamique, les frontières entre styles masculins et féminins se brouillent, donnant naissance à une mode dite mixte, qui interroge des repères traditionnels de genre. L'influence des réseaux sociaux constitue un autre facteur majeur. TikTok, Instagram, Snapchat ou Facebook façonnent les tendances et érigent certains créateurs de contenu en véritables prescripteurs de style. Des simples clics, une tenue devient virale et s'impose à l'échelle mondiale. Le retour en force des modes des années 90 et 2000 en est une illustration. Crop top, jean taille haute ou encore chaussures shooking rythment aujourd'hui la garde-robe des jeunes. Ainsi, la jeunesse actuelle utilise la mode à la fois comme outil d'expression, marqueur identitaire et vitrine de valeurs nouvelles, notamment autour de la durabilité et de l'originalité. Mais cette liberté vestimentaire, lorsqu'elle franchit les portes des lieux sacrés, ne soulève-t-elle pas un débat légitime sur le respect de ces lieux ? Dormir en journée a longtemps été considéré comme un signe de fainéantise et pourtant, la sieste est un véritable cadeau pour l'organisme. Les bienfaits de la sieste sont plus nombreux que l'on ne croit. Sanoudi Mandel nous en dit plus. Dormir en journée à longueur est considéré comme un signe de fainéantise et pourtant la sieste est un véritable cadeau pour l'organisme. Les bienfaits de la sieste sont plus nombreux que l'on ne croit. Sanoudi Mendel nous en dit plus. Pendant une sieste, le corps se met au repos et le cerveau aussi. Des études sur des pilotes d'avion ont montré que leur vigilance et leur performance cognitive étaient meilleures après une sieste. Dormir un peu après la pause déjeuner participe à faire baisser le niveau de stress dans l'organisme. Elle favorise également le bien-être physique et psychologique en réduisant le stress, en renforçant les systèmes immunitaires, en améliorant l'humeur et la santé cardiovasculaire et en facilitant la récupération musculaire. Que ça soit sur le cerveau ou sur le corps, les bienfaits de la sieste sur la santé sont aujourd'hui incontestables. D'abord, la sieste, c'est un temps de repos qu'on prend généralement en fin d'après-midi. Après, ça s'accompagne souvent de temps de sommeil, dans la plupart des temps après un repas. Et ce temps se situe entre 12h et 15h. Et voilà, ça a plusieurs importances. Son importance dans un premier temps, d'abord, ça renforce les fonctions cognitives, donc ça améliore un peu les fonctions cognitives, notamment la vigilance, la concentration, la mémoire. La sieste permet aussi de diminuer le niveau de stress au cours du travail ou dans la journée. Ça diminue un peu le niveau de stress. Ça permet aussi la récupération au niveau musculaire. En Afrique, la sieste est très peu connue, mais c'est beaucoup plus en Europe qu'on respecte normalement le temps de sieste. Mais ici en Afrique, on ne pratique pas tellement comme il le faut. Pendant le sommeil, le cerveau sécrète un certain nombre d'hormones qui contribuent au fonctionnement des systèmes immunitaires. On remarque d'ailleurs que le manque de sommeil peut contribuer à l'affaiblissement du corps. La sieste est donc une habitude favorable au bon déroulement des processus métaboliques et immunitaires. Il est parfois difficile de savoir comment optimiser son temps et son espace pour tirer les bienfaits de la sieste. Mais cette pratique est moins pratiquée en Afrique. Pourtant, il est vraiment important de faire la sieste qui est une santé et se fait entre 13h et 15h. C'est ce qui permet de développer le cerveau. Selon le docteur Bonda Boulayo Zangfarel, faire la sieste permet non seulement de retrouver de l'énergie, mais permet également d'offrir un repos nécessaire au cerveau. Elle favorise aussi l'esprit de créativité. C'est l'occasion pour le cerveau de reconstruire ses connexions neuronales, de consolider l'enregistrement et le traitement des informations reçues pendant la journée. Se reposer en journée est donc une façon de mettre le cerveau en pause pour l'aider à mieux mémoriser.
Dans certaines communautés du Tchad, la naissance d'un enfant est une source de joie, mais culturellement, ces naissances avaient d'autres sens et des interprétations. La naissance d'une fille en premier dans un foyer désigne un signe de richesse et douceur. Yanki Lydia. La naissance, vu son aspect culturel, est une joie, un soulagement pour la famille d'avoir un enfant, que ce soit une fille ou un garçon. Sous d'autres cieux, la naissance d'un enfant est un signe de bonheur et la famille qui s'agrandit. Mais pour les autres, précisément au sud du pays, la festivité autour de la naissance laisse croire que le couple ou la famille célèbre le bonheur. Dans la culture africaine et particulièrement tchadienne, l'explication qu'on peut donner autour de la naissance d'une fille reflète des faits traditionnels et culturels. Interrogé à ce sujet, Vandar Dorsouma, comédien, metteur en scène, dramaturge, il s'explique. Un enfant, c'est l'humanité qui arrive. C'est une joie culturellement, traditionnellement, c'est un bonheur, la naissance d'un enfant. Parce que quand l'enfant paraît, tout le monde sourit. Malgré la douleur de la mère, elle sourit. Une chance, moi je sais que dans la tradition, on dit que dans un foyer, si l'aîné est une fille, ce foyer aura moins de problèmes. Il n'y aura que du sourire, que c'était le bonheur. On voyait la douceur au niveau de la femme, on voyait un peu la joie au niveau de la femme. Donc on a tendance de dire, quand une fille naît comme aînée, c'est qu'il y aura la paix dans ce foyer-là. On va dire que ça va être un foyer calme, il y aura moins de problèmes. Dans certaines communautés ou royaumes, le privilège est accordé aux garçons car il y a un problème de remplaçant qui se pose, alors le roi ou la famille royale cherche plutôt un héritier. Bon, le garçon dans la tradition, déjà, le garçon, ça veut dire c'est un coup de main, c'est un coup de maître, c'est le remplaçant. Donc on voit à travers le garçon, c'est lui qui viendra aider à travailler. Hein? Et puis aussi, dans la tradition profonde, c'est le garçon qui devient l'héritier parce que c'est lui qui s'impose comme maître. On confiait souvent la responsabilité à des hommes parce qu'ils vont au champ, ils vont à la chasse, ils s'imposent. Dans beaucoup de traditions, particulièrement tchadiennes, c'est comme ça qu'on voit l'homme. La culture tchadienne, bien qu'elle est riche et diversifiée, quelquefois méconnue par beaucoup de personnes. Mais il faut dire que la naissance d'un enfant, que ce soit de sexe féminin ou masculin, est un cadeau du ciel. L'enfant n'a pas choisi ses parents ni son pays, c'est un héritage. Les évêques catholiques des diocèses de Doba, Gorée, Koumra, Moundou et Sar annoncent leur retrait à la participation de l'atelier zonal de relecture du projet de code pastoral prévu du 1er au 2 septembre 2025 à Sar. Ils dénoncent un projet partial qui met en péril la majorité paysanne tchadienne. Yanki Lydia nous en dit plus. Selon le communiqué, cet atelier zonal organisé par le ministère de l'Élevage et de la Production animale vise à relire le projet de code pastoral en discussion, mais d'après les évêques, ce texte présenté est profondément déséquilibré. Ils accusent le projet de défendre uniquement les intérêts de l'élevage tout en ignorant les intérêts des agriculteurs qui constituent plus de 80% de la population tchadienne. Qualifiant le projet de partiel, partisan et paysan ici d'eux, ils dénoncent une mascarade destinée à légitimer un texte conçu sans réelle concertation avec les principaux concernés. L'Église catholique, fidèle à sa mission de défense de la vérité, de la justice et de la paix, appelle à l'abandon pur et simple du projet actuel. Elle invite également les autres parties prenantes à ne pas accorder leur caution morale ou politique à un document qu'elle considère comme un instrument de division nationale. Les évêques proposent par ailleurs une approche équilibrée, l'élaboration parallèle d'un code pastoral et d'un code agricole, tous deux relus avec les populations rurales dans leur village avec le soutien d'organisations indépendantes. Ils appellent enfin les médias libres à publier les textes du projet afin d'alerter l'opinion nationale et internationale sur ce qu'ils considèrent comme un grave recul pour l'unité et l'équité sociale au Tchad.
Le délégué général du gouvernement auprès de la province du Mayo-Kébu-Ouest a pris part à la grande finale de pétanque organisée par les jeunes de la dite province. Cette finale a opposé l'équipe Dynamique et celle de Sao Club. C'est l'équipe Dynamique qui a remporté cette finale par un score de 13-4. Suivez plutôt. Dès le premier coup d'envoi donné par Abdelmanan Khattab, les joueurs de l'équipe Dynamique ont prouvé leur supériorité en marquant les premiers points, malgré une brève riposte de Sao Club, qui a réussi à marquer quelques points. L'équipe Dynamique a repris l'ascendant et a dominé le reste de la partie, remportant la finale sur un score de 13-4. La précision de leur placement et la justesse de leur tir ont offert un spectacle de taille aux spectateurs. Selon Hamadou Abba, le président du comité d'organisation, cette compétition a permis de détecter des talents en vue des futures compétitions. Un point de vue partagé par Vunbaï Bege-Bourbe, délégué de la jeunesse et des sports de la province, qui a souligné l'intérêt de ces événements sportifs pour le renforcement des liens sociaux et la promotion des valeurs de paix. La présence du délégué général du gouvernement, Abdelmanan Khattab, est un témoignage de l'engagement des autorités locales à soutenir la jeunesse à travers le sport. Pour clore le championnat, la première adjointe au maire, Kiangimbo Blandine, a rappelé que le sport est un formidable outil pour rassembler les gens et promouvoir le vivre ensemble dans la diversité. Et c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez toujours en compagnie de nos programmes.